Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler dans cette deuxième vidéo de la nouvelle que nous avons appris tous ce matin, c'est-à-dire que Meghan Markle a eu une fausse couche. Donc, elle a révélé cette nouvelle dans un article qu'elle a écrit et qui a été publié dans le New York Times. J'ai lu cet article, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé très parlant aux personnes qui ont peut-être vécu la même expérience, ou aux personnes qui ne l'ont pas encore vécu et qui voudraient savoir comment ça se passe dans ce cas et comment se comporter face à des personnes qui ont vécu ce même traumatisme. La duchesse a reçu des félicitations de toutes parts, mais il y a certaines personnes qui ont quand même trouvé à en redire en disant que, premièrement, Meghan Markle était trop personnelle dans ce qu'elle a écrit, donnait trop de détails sur sa fausse couche et que c'était trop intime et que vraiment c'était de l'étalage et que ça n'avait pas lieu d'être. Donc, lorsque j'ai lu leurs commentaires, je me suis demandé si vraiment on avait lu le même article et je me suis dit que il fallait que je traduise cet article en anglais et que je vous le lise pour qu'on puisse voir si dans ces écrits-là, il y avait quelque chose de trop intime, de trop personnel, qu'elle avait révélé quelque chose d'indécent. Donc je vais commencer la lecture. Voici la lecture de l'article de Meghan. C'était un matin de juillet qui commençait aussi normalement que n'importe quel autre jour. Préparer le petit déjeuner, nourrir les chiens, prendre les vitamines, trouver cette chaussette manquante, prendre le crayon voyou qui a roulé sous la table, jeter mes cheveux en queue de cheval avant de sortir mon fils de son berceau. Après avoir changé sa couche, j'ai ressenti une forte crampe. Je me suis laissé tomber au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas. Je savais, en agrippant mon premier-né, que je perdais mon deuxième. Quelques heures plus tard, je suis allongée sur un lit d'hôpital, tenant la main de mon mari. Sentant la moiteur de sa paume, j'ai embrassé ses jointures, humides de nos deux larmes. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux se sont vitrés. J'ai essayé d'imaginer comment nous guérirons. Je me suis souvenu d'un moment l'année dernière où Harry et moi étions en train de terminer une longue tournée en Afrique du Sud. J'étais épuisée, j'allaitais notre bébé, j'essayais de garder un visage courageux aux yeux du public. « Ça va ?» m'a demandé un journaliste. Je lui ai répondu honnêtement, ne sachant pas que ce que j'ai dit résonnerait avec tant de nouvelles mamans et d'autres plus âgées et quiconque avait à sa manière souffert en silence. Ma réponse spontanée semblait donner aux gens la permission de dire leur vérité. Mais ce n'est pas la réponse honnête qui m'a le plus aidée, c'est la question elle-même. Merci d'avoir posé la question, dis-je. Peu de gens ont demandé si je vais bien. Assis dans un lit d'hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu'il essayait de retenir le mien en morceaux, j'ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir, c'était de demander d'abord « Ça va ? Est-ce que nous allons bien cette année ?» Nous sommes nombreux à atteindre nos points de rupture. La perte et la douleur ont tourmenté chacun de nous en 2020 dans des moments à la fois tendus et débilitants. Nous avons entendu toutes les histoires. Une femme commence sa journée aussi normale qu'une autre, mais reçoit ensuite un appel indiquant qu'elle a perdu sa mère âgée à cause du Covid. Un homme se réveille bien, peut-être un peu lent, mais rien d'extraordinaire. Il est testé positif au coronavirus et en quelques semaines, il, comme des centaines de milliers d'autres, est décédé. Une jeune femme nommée Breonna Taylor s'endort, comme elle l'a fait tous les soirs, mais elle ne vit pas pour voir le matin car une descente de police tourne terriblement mal. George Floyd quitte un dépanneur sans se rendre compte qu'il va prendre son dernier souffle sous le poids du genou de quelqu'un et dans ces derniers instants appelle sa mère. Les manifestations pacifiques deviennent violentes. La santé se transforme rapidement en maladie. Dans les endroits où il y avait autrefois une communauté, il y a maintenant une division. En plus de tout cela, il semble que nous ne soyons plus d'accord sur ce qui est vrai. Nous ne nous battons pas seulement pour nos opinions sur les faits, nous sommes polarisés sur la question de savoir si le fait est en fait un fait. Nous ne savons pas si la science est réelle. Nous ne savons pas si une élection a été gagnée ou perdue. Nous sommes en désaccord sur la valeur du compromis. Cette polarisation associée à l'isolement social nécessaire pour lutter contre cette pandémie nous a laissé nous sentir plus seuls que jamais. Quand j'étais à la fin de mon adolescence, je m'assis à l'arrière d'un taxi, parcourant l'agitation de Manhattan. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une femme au téléphone dans un flot de larmes. Elle était debout sur un trottoir, vivant un moment privé très publiquement. À l'époque, la ville était nouvelle pour moi et j'ai demandé au chauffeur si nous devions nous arrêter pour voir si la femme avait besoin d'aide. Il expliquait que les New-Yorkais vivent leur vie personnelle dans les espaces publics. Nous aimons dans la ville, nous pleurons dans la rue, nos émotions et nos histoires là-bas pour que tout le monde puisse les voir. Je me souviens qu'il me disait « Ne t'inquiète pas, quelqu'un dans ce coin lui demandera s'il va bien ». Aujourd'hui, toutes ces années plus tard, dans l'isolement et le confinement, en pleurant la perte d'un enfant, la perte de la croyance commune de mon pays en ce qui est vrai,
Je pense à cette femme à New York, et si personne ne s'était arrêté, et si personne ne l'avait vue souffrir, et si personne ne l'avait aidée. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et demander à mon chauffeur de taxi de s'arrêter. Tel est, je le sais, le danger d'une vie cloisonnée, où les moments tristes, effrayants ou sacro-saints sont tous vécus seuls. Personne ne s'arrête pour demander « ça va ?» ou « est-ce que vous allez bien ?» Perdre un enfant signifie porter un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu de gens parlent. Dans la douleur de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, 10 à 20 d'entre elles ont souffert d'une fausse couche. Pourtant, malgré le caractère stupéfiant de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte injustifiée et perpétue un cycle de deuil solitaire. Certains ont courageusement partagé leur histoire. Ils ont ouvert la porte, sachant que lorsqu'une personne dit la vérité, cela nous autorise tous à faire de même. Nous avons appris que lorsque les gens demandent comment chacun de nous va, et quand ils écoutent vraiment la réponse, avec un cœur et un esprit ouverts, la charge de chagrin devient souvent plus légère pour tous. En étant invités à partager notre douleur, nous faisons ensemble les premiers pas vers la guérison. Donc, ce Thanksgiving, alors que nous planifions des vacances sans précédent, nous sommes nombreux à être séparés de nos proches, seuls, malades, effrayés, divisés, et peut-être du temps pour trouver quelque chose, quoi que ce soit, pour être reconnaissants. Engageons-nous à demander aux autres « ça va ?» Bien que nous soyons en désaccord, aussi éloignés que nous sommes physiquement, la vérité est que nous sommes plus connectés que jamais à cause de tout ce que nous avons enduré individuellement et collectivement cette année. Nous nous adaptons à une nouvelle normalité où les visages sont dissimulés par des masques, mais cela nous oblige à nous regarder dans les yeux, parfois remplis de chaleur, d'autres fois de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, en tant qu'être humain, nous nous voyons vraiment. Nous allons bien, nous le serons. Voilà, c'est la lecture de la lettre que Meghan Markle a écrite. Je vais faire une analyse de cette lettre-là. C'est même peut-être pas une analyse, mais c'est pour expliquer le contexte dans lequel elle a été écrite, parce qu'il y a beaucoup de malentendus quant à ces lettres-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous trouvez que je fais un bon job avec la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens dans la description et en premier commentaire afin de faire un don à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur like et vous abonner pour plus de vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste une vidéo.